Pour Socrate, l'apprentissage devait se faire au travers d'une discussion menant l'élève de lui-même à la conclusion. Charlemagne a rendu l'école obligatoire, Jules Ferry la fit publique. Maria Montessori apporta un enseignement où l'élève arrive à sa propre conclusion. Internet fit voler ces paradigmes en éclats en mettant à disposition de tous les savoirs, tout le temps, partout. Mais alors, le dev se prête-t-il à ces différents modes d'enseignement? Le progrès technologique passera-t-il par un retour à une éducation vieille de 3000 ans? Et surtout, dans un monde de technologie en constant mouvement, comment enseigner ce qui n'existe pas encore? Pour répondre à ces questions universelles, je ne reçois pas Arthur Dent, mais elle s'y connaît en réponse. Sophie, bonjour. Salut Bruno. Superbe introduction. Merci vraiment, beaucoup. Bravo. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Sophie, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient peut-être pas? Oui, bien sûr, très rapidement. Donc, je suis Sophie Vigé, je suis directrice générale de 42. Top. Donc, d'où la ref à Arthur Dent. Arthur Dent, bah oui, tu m'étonnes. Tu sais, je l'ai lu, j'étais gamine. Ouais. C'était le bouquin qui me faisait rire à gorge déployée dans le métro. J'avais un peu honte parce que je pouvais comme ça, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Je vous invite effectivement, si vous n'avez pas lu le livre ou pas vu le film, de au moins consommer l'un des deux. Ouais, à minima. surtout le livre. Bon, surtout le livre, mais au moins un des deux. Ça fait un peu puriste par rapport à ce que tu sais, c'est pareil, quoi. Non, moi, le livre était beaucoup mieux. Alors du coup, on va parler aujourd'hui donc de 42 et de l'enseignement au plus global. Est-ce que tu peux, avant ça, nous faire peut-être un petit historique rapide de l'école 42? Tu veux dire d'abord peut-être expliquer ce que c'est, au cas où, si voilà. Je Et après peut-être, oui, donc un historique. Donc ce que c'est une formation en informatique, de manière très 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 large. On dit que c'est une formation d'excellence. Elle a la particularité premièrement d'être ouverte à toutes et à tous, puisque c'est sans condition de diplôme et c'est entièrement gratuit. Et peu de temps après mon arrivée, on a décidé aussi de supprimer la limite d'âge qui était à 30 ans avant. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'un peu de très particulier, j'allais dire de venir, c'est un petit peu dans le paysage de la formation. Et l'autre point qui est extrêmement important, c'est le type de pédagogie qui est utilisé, qui est une pédagogie dite du peer learning ou de l'apprentissage de pair à pair, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prof, il n'y a pas de cours, il n'y a pas de classe d'ailleurs, il n'y a pas de MOOC, de trucs comme ça, il n'y a rien de tout ça. Donc on n'apprend pas du tout comme on nous a appris à l'école. C'est très déstabilisant quand on en parle. Et la plupart des gens se disent, mais comment ils font s'il n'y a pas de prof? Je veux dire, comment ça marche? C'est pas possible. Et oui, parce qu'on nous a tellement seriné, on nous a tellement appris qu'on apprenait avec quelqu'un qui sait et qui va te dire comment faire et comment c'est la bonne manière, que du coup, on se demande comment on peut apprendre sans prof. Si tu veux, je t'expliquerai comment on peut. Moi, je suis archi partisan de ce mode d'éducation, parce qu'effectivement le côté hyper descendant, hyper professoral, même on appelle ça comme ça, c'est effectivement pas forcément adapté à tout, et en fait vous revenez en fait à cette notion de maïotique, en fait c'est que faire accoucher les autres. Voilà, exactement, c'est faire en sorte que l'élève arrive lui-même à savoir chercher, savoir comprendre, et savoir apprendre de lui-même en fait. Ouais. Alors je dirais que la maïotique c'est plutôt c'est ça, en fait, c'est faire accoucher d'un phénomène de création une personne. Là c'est marrant parce que tu parlais de si je peux me permettre un peu, tu sais, de faire voler en éclats, que le paradigme ait changé, machin, etc. Je suis pas sûre du tout, en fait. Enfin, en effet, ce qui vole en éclats avec Internet, c'est ce que tu disais, je te dis, c'est plutôt le fait qu'on a accès à tout le savoir partout, le corpus est très large. Mais après, sur les méthodes d'apprentissage, d'abord, le cerveau, il peut pas tellement évoluer. Enfin, tu vois, les neurosciences le prouvent bien. La manière d'apprendre, elle a pas volé en éclats, elle est toujours la même pour l'humain. Et Montessori, tu vois, je suis très contente que tu aies parlé de Montessori parce que c'est assez proche en fait de Montessori finalement. Montessori, ce qu'elle souhaitait, c'est faire éclore le potentiel de chacun. Et là, c'est exactement ce que veut faire 42. Okay.
Et en termes d'innovation, on se base quand même sur une pédagogie qui a été théorisée particulièrement par Joseph Jacotot au début du 19e siècle. Donc, tu vois, c'est pas tout récent. Puis je suis sûr qu'il y en a d'autres qui avaient pensé avant. Tu parlais du coup aussi de ce retrait de la limite d'âge. Alors, c'est effectivement une bonne chose d'avoir retiré la limite d'âge, mais tu parlais aussi de cette capacité d'apprentissage. On sait aussi qu'il y a une plasticité cérébrale qui est de plus en plus difficile Bullshit. au fur et à mesure. Oh, bah quand même, on voit qu'avec l'âge... Pas tant que ça, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Moi, je me rappelle, il y avait très très longtemps, j'avais regardé un documentaire où il faisait des coupes comme ça neuronales et on vous voyait, tu vois, les dendrites, et où en fait, il t'expliquait que à partir de 25 ans, tu vois, quand tu donnais une impulsion, enfin chimique puis électrique, pour commencer à créer des nouveaux, c'était des axones, je me rappelle plus, pour aller sur d'autres, se connecter à d'autres neurones, du coup, il en fallait beaucoup plus et que c'était plus compliqué. Donc, en fait, ce que j'aime pas dans cette idée, c'est de se dire que plus le temps va, plus tu diminues et moins tu es capable d'apprendre. C'est pas vrai, on est tout le temps capable d'apprendre, on a tout le temps du potentiel, on a tout le temps des ressources. Donc, il faut pas se dire que plus tu vieillis, moins c'est faisable. Après, ce qui se passe, c'est que il y a deux choses simultanées. C'est que c'est vrai que ta cartographie, elle devient de plus en plus complexe. Moi, je me rappelle quand j'enseignais la programmation je faisais soit des publics jeunes, dits en formation initiale, soit des publics en formation continue, donc plus âgés. Et c'est vrai que les publics en formation initiale, tu leur expliquais des trucs, une variable, une fonction, machin, etc. Et puis ils étaient ils emmagasinaient tout complètement sans vraiment se poser de questions. Mais ils retenaient moins sur le long terme. Les publics en formation continue, qui avaient 40 ans, tu leur expliquais des trucs, ils disaient, mais pourquoi ? Mais d'accord, mais pourquoi ? Ils se posaient plein de questions parce qu'ils avaient besoin de relier ça à une carte déjà un peu plus complète, tu vois. Mais du coup, c'était plus ancré, comme ils se l'expliquaient par certaines choses. Et par ailleurs, faut oublier que plus tu connais de trucs, plus c'est facile d'apprendre des choses. Regarde, plus tu connais de langues, plus c'est facile d'en apprendre une nouvelle. Donc, faut pas se dire que la plastique cérébrale va en se dégradant. Non, c'est toujours possible. Alors, moi, il y a quand même une histoire que je raconte assez régulièrement, que je trouve assez marrante. Je sais pas si tu connais l'Américain qui gère la chaîne Smarter Everyday, qui est une chaîne assez intéressante. Et en fait, il explique qu'un jour, il y a un de ses abonnés qui lui montre un vélo où il y a, sur le guidon, il y a un rouage qui fait que quand tu tournes ton guidon à droite, la roue tourne à gauche et inversement. Génial. Et du coup, il se dit, moi, ça va, je suis ingénieur, j'ai bossé à la NASA, je sais faire plein de trucs, je peux comprendre comment ça fonctionne. Et en fait, il n'arrive pas à faire du vélo. Et il a amené le vélo avec lui à plein de conférences et il mettait au défi les gens de faire au moins 5 mètres avec le vélo et personne n'y arrivait parce que du coup, t'as appris à faire du vélo tout petit, c'est tellement ancré que tu n'arrives pas à faire le truc. Bien évidemment. Et du coup, il a dit, j'arrivais pas à en faire et du coup, il s'est attelé tous les jours, pendant 5 minutes, il essayait de faire du vélo. Ça lui a mis 2 ans. Il y a un déclic qui s'est fait à un moment. Il a réussi à faire du vélo. Et à côté de ça, son fils, qui avait, je crois, une dizaine d'années, en 2 semaines, s'était torché, il arrivait à faire du vélo. Et bizarrement, parce que son fils est dans l'apprentissage. Et en fait, et c'est un truc, en fait, comme ça fait appeler, elle a des réflexes, et c'est des réflexes même de survie. Donc, c'est vraiment, ça va dans le cerveau reptilien, tu vois, ça va très, 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 très bas. Mais tu as déjà vu les tests de QI, des trucs comme ça, où tu vois, tu as écrit rouge, il y a écrit rouge, et c'est écrit dans la couleur bleue, et tu dois aller très vite, tu vas faire bleu, jaune, rouge, etc. Et tu dois court-circuité en fait. Mais tu as peut-être lu le système, les deux systèmes aussi, système 1, système 2, un bouquin qui voilà, ça parle un peu de ça. Et c'est la même chose en fait. C'est des trucs où enfin bref, vas-y, pardon. Système 1, système 2, tu veux résumer un peu ce que c'est ou Non, vas-y. Tu veux que je le fasse? Ouais, si tu veux, comme tu veux. En fait, c'est juste, c'est deux systèmes en fait de pensée, celui qui est rapide, celui qui est plus lent, et celui sur lequel en fait tu vas devoir processer, c'est-à-dire tu réfléchis, c'est plutôt le préfrontal qui va travailler, et puis tu es dans une réflexion. Sur le système 2, c'est tout ce qui est un peu automatique, qui se fait sans que tu y réfléchisses nécessairement. Et tu peux faire passer des choses d'un système 1 à un système 2. Par exemple, un champion d'échecs, tu vois, tu calcules des trucs. Lui, en fait, il a une telle habitude et une telle aisance, une telle compréhension qu'en fait, ça peut passer quasiment dans un système automatique. Et voilà. Et la suite, vas-y. Non, pour le coup, j'ai pas su. C'est à peu près ce que j'aurais raconté. Oui. Donc, ok, d'accord. C'était quoi la suite pour toi? Non, je sais pas. C'est après toutes les réflexions qu'il y a autour sur qu'est-ce qu'on peut en faire, de savoir ça, etc. Okay. Puis c'est intéressant de savoir comment on fonctionne. Ça me passionne. Et alors, du coup, chez 42, cette approche de l'enseignement que vous avez, est-ce que du coup, vous avez, alors c'est peut-être un petit peu méta, mais est-ce que vous avez une formation de vos encadrants pour justement les aider à ne pas être dans un côté hyper professoral et compagnie? Ouais, on n'a pas d'encadrant. C'est une bonne formation, ça, non? Il y a quand même des gens qui sont des pairs ou des...
Non, non. Ah non, 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 vraiment, je sais, ouais, c'est un peu étonnant. Non, non. On a une équipe pédagogique Ouais. et on a des personnes qui encadrent d'un point de vue pédagogique, on va dire, les apprenants, mais pas du tout dans la partie apprentissage. C'est-à-dire qu'on a une équipe pédagogique qui va travailler déjà sur les aspects plutôt SI et tech, sur est-ce qu'on a bien lancé l'examen machine, est-ce que tout fonctionne, sur ces aspects-là. Et on a une équipe pédagogique qui travaille de manière plus centrale sur les projets. Donc la refonte de plein de trucs, la refonte de certains projets, est-ce qu'ils sont bien calibrés, est-ce que le temps qui est indiqué est correct, est-ce que le nombre de points d'XP qu'ils reçoivent est cohérent, est-ce que les étapes aussi dans la formation, parce que quand je suis arrivée, on a modifié le programme pédagogique, le cursus, parce que avant, il y avait un système, en fait, tu rentrais, tu avais 3 branches. Tu as une branche graphique, algo, et je sais plus. Et en plus, avec un système de la branche algo, elle était un peu mieux vue que les autres. Et surtout, le problème, c'était que dans le cadre aussi du développement international, on avait vraiment envie qu'il y ait une sorte de un socle qui soit le même pour tout, enfin que plusieurs choses, pardon, excuse-moi, je me pensais vite, mais c'est que déjà il y avait une promesse de marque, on développait la marque 42 partout à l'international. Ce que je voulais, c'est, je me dis, une boîte qui recrute un 42, à partir du moment où ce 42 il a fait le tronc commun, elle peut y aller les yeux fermés, elle sait qu'il sait faire toutes les bases de ce que doit faire un bon dev. Et comment est-ce qu'on a défini ça? On se fait simplement un tableau Excel avec le dev, et on a fait, bon, ils doivent savoir faire ça, 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 ça. Et de ça, on a découlé derrière tous les projets qui permettent d'apprendre les compétences qui sont, en gros, le socle commun, c'était, tu fais de l'algo, bien comme il faut, du C, du C, du C, du C, après de la programmation orientée objet, donc du C++, pardon, je parle pas trop vite. Non, c'est bon. Ça va, ok. Du C++, faire du réseau. Parce que franchement, c'était souvent le parent pauvre, quoi. T'étais là, tes CPIP, ils comprennent pas, ils savent pas que c'est un paquet. Il y avait vraiment, c'était ce qui était le moins traité, je trouve, alors que c'est essentiel. Faire un peu de développement continu pour comprendre quand même de quoi il s'agit. Et à la fin, ce qui se passait souvent dans l'enseignement à la base, c'était que les apprenants, ils avaient fait beaucoup de C, de C++. Ils étaient parachutés dans des boîtes lors d'un stage et ils faisaient pas du C et du C++ dans la boîte, tu vois. C'était quand même très rare. Ils faisaient surtout, tu fais beaucoup de développement web, tu fais du React ou autre. Et en fait, ils s'apercevaient qu'ils étaient capables d'apprendre n'importe quoi. Parce que la manière dont ils avaient appris à apprendre le C, le C++ et tout le reste, fait qu'en fait, à un moment donné, tu te dis, bon, juste, ouais, tu vois, c'est une techno, c'est un langage. Ouais, voilà, je m'y mets et puis je vais l'apprendre. C'est ça qui est super beau, je trouve, dans l'apprentissage dans 42. Et du coup, là, ce qu'on a fait, c'est qu'à la fin du tronc commun, il faut un gros projet qui s'appelle Transcendance. Et c'est un gros projet web. Donc, quand ils ont vu tout ça, on estime que, OK, ça va. Tu vois, tu peux être estampillé 42 et tu es un dev correct. Et après, ils peuvent passer à tout ce qui est spécialisation. Donc, il y a des tonnes et des tonnes de spécialisation. Donc, maintenant, en fait, c'est un seul. C'est un seul. Donc, l'équipe pédago, parce que je n'ai pas oublié ta petite question, elle a travaillé sur, par exemple, comment refactorer le Common Core. On appelle le Common Core le tronc commun. Elle va travailler sur faire des nouveaux projets. Il faut refaire un peu. On n'a pas assez développé la blockchain, par exemple. Donc, voilà. Donc, ils vont travailler sur les sujets pédagogiques. Mais pas que. Il y a aussi comment est-ce qu'on emmène les gens, les apprenants, à donner le meilleur d'eux-mêmes, quelle que soit leur situation. C'est pas pareil quand tu es un gamin, un garçon qui a 18 ans, qui code déjà depuis 7 ans, qui vient d'avoir son bac et qui peut s'adonner à 100% à sa formation. Ça n'a rien à voir avec, tu es une femme, donc tu as beaucoup été moins initiée au code, tu as eu moins l'occasion, tu es pragmatique, tu as 38 ans, tu veux changer de secteur, tu t'y mets, mais tu as 3 gamins et puis un boulot à mi-temps, tu vas pas du tout pouvoir, tu vois, t'as donné autant à la formation. Mais on veut que peu importe la situation, on ait un système qui fonctionne pour tout le monde et qui permet à chacun d'aller au plus loin de ce qu'il peut donner et offrir. Mais pour ça, il y a évidemment le parcours, mais aussi tout ce qui est autour, qui est en gros la gamification. Le type de projet, les échelles d'évaluation. Et donc, tout le système de gamification, donc, qui donne envie, il faut aussi qu'il y ait un système qui est bâton et carotte. C'est comme un jeu vidéo, si tu meurs jamais, comme tous les jeux là où tu joues. Sur les jeux, je suis là, mais ça sert à quoi? Et après, je comprends. C'est juste, ça active ton circuit de récompense, de gratification, d'aller collecter des trucs, etc. Moi, je suis plus à l'ancienne. J'aime bien les jeux où tu risques de perdre, voire tout perdre. Ça, c'est... bref. Et donc
ce système-là, on a un système qui fait qu'au bout d'un moment, on ne peut pas garder des gens qui sont rentrés dans la formation, mais qui ne feraient rien, qui ne donneraient pas le meilleur d'eux-mêmes, ou en tout cas, qui n'avanceraient pas. Donc, on a tous un système qu'on appelle le black hole, on va changer le terme, qui est en fait, tu te fais aspirer et du coup, tu sors de l'école, en fait, si tu te fais aspirer par le black hole. Donc ça, par exemple, on est en train de tout revoir. On avait mis en place un système, on s'aperçoit qu'il peut être nettement amélioré. Donc, l'équipe pédagogique travaille là-dessus. Et comme tu le vois, à travers tout ce que je viens de dire, l'équipe pédagogique, elle n'est jamais vraiment en contact avec les étudiants, elle est pas là. Le seul moment, c'est à la rigueur dans les piscines, on corrige les rushs. En plus, c'est plutôt des tuteurs. C'est des apprenants eux aussi. Et voilà. Et sinon, la correction se font entre... Donc après, nous, on gère si jamais il y a un problème entre des étudiants ou ce genre de choses. Et on a une coach qui est disponible en permanence quasiment, particulièrement les vendredis, mais sinon le reste du temps aussi, pour les étudiants qui auraient des difficultés personnelles qui font que c'est un frein pour eux à la formation. Donc là, ils peuvent accéder à cette coach qui va prendre du temps avec eux pour, et pareil, faire en sorte que les solutions émergent d'eux-mêmes pour pouvoir avancer et lever les freins qu'ils ont rencontrés dans la formation. Il faut me dire quand il faut me couper. Non, mais je peux parler comme ça. C'est intéressant, mais très bien. Je suis désolée. Alors du coup, c'est sur cette formation qui apprend beaucoup de choses, donc du coup, tu nous parles de différents types de profils. Il y a beaucoup de personnes plutôt en reconversion. De l'image qu'on a souvent de 42, c'est qu'on a beaucoup de gens qui sont plutôt en reconversion, donc qui ne sont pas issus des cursus classiques. Enfin, en tout cas, moi, je ne savais pas qu'on avait cette image-là, j'imaginais pas ça. Ouais. Et du coup, en fait, ma question, c'est, et c'est lié aussi à cette question qu'il y a sur roller sur le coaster. chat. Non, machin roller. Cours de roller. Cours de roller. Sur l'entrée à 42, est-ce qu'on peut du coup rentrer à 42 en ayant absolument aucune connaissance tech? Et ouais. Mais du coup, comment tu fais pour... parce qu'il y a quand même un ensemble de choses de base. En fait, tu nous parlais de celui qui code depuis 7 ans et à côté, la mère de famille qui a 3 enfants et qui vient d'un autre monde. Comment tu fais pour réussir à les rééquilibrer tous les deux et pour qu'ils puissent après... Alors, tu peux pas tout rééquilibrer. Ça me paraît évident quand même. On rentre quand même dans une formation à l'informatique, au code. Donc, évidemment, quelqu'un qui sait déjà énormément coder a plus de chances que quelqu'un qui ne sait pas coder. Et ça, je vais pas pouvoir y faire grand-chose. C'est comme ça, c'est la vie. En revanche, c'est possible. On a... justement, au démarrage, quand je suis arrivée, il y avait un petit problème qui s'était fait avec le temps. C'était que... tu pouvais faire des piscines de manière assez rapprochée et en fait, en gros, on prenait un tiers des gens et on avait ce qu'on appelle des retries, c'est-à-dire des personnes qui refont une piscine et on en avait quasiment un tiers. Donc, on se trouvait un peu comme, tu sais, études de médecine, où en fait, en gros, c'est quasiment que les redoublants qui arrivent à passer la première année de médecine. Et ça, c'était un peu gênant parce qu'en fait, ça décourageait aussi des personnes. Donc, comme on était justement en train d'ouvrir et d'avoir une stratégie qui était d'ouvrir plus grand les bras de 42 pour accueillir des publics plus éloignés, plus divers, apporter plus de diversité dans 42. Merci, c'est pas juste, c'est que nous, ça nous sert. C'est important, c'est une véritable force. Du coup, on a mis en place une règle qui était, quand tu fais une piscine, tu attends 300 jours pour en faire une autre. Donc déjà, hop, là, ça a diminué énormément le nombre de retries. Donc, il y avait plus de possibilités pour les gens qui n'avaient jamais codé. Ensuite, il y a dans le système de sélection, à la fin, on prend en compte plein de choses. On prend en compte aussi les origines sociales, on prend en compte la progression, on prend en compte, il y a un truc qui s'appelle le voxotron, à quel point t'aides tes potes ou pas. Bref, on prend en compte plein de choses qui font que nous, par la sélection, on va aussi essayer de rééquilibrer un petit peu les choses. Et puis après, il y a le fait que tu peux pas réussir 42 tout seul, c'est pas possible, même quand t'es bon. C'est-à-dire que c'est vraiment un système qui est super bizarre, qui est cette fameuse piscine qui est extraordinaire quand même, et qui est un moment où à la fois tu es en compétition et tu es en coopération. Tu es en coopétition. Et ce truc d'entraide fait que ceux qui sont bons vont aider ceux qui sont... Alors, peut-être bon, c'est peut-être pas le terme, mais ceux qui ont déjà des connaissances et des compétences vont aider ceux qui n'en ont pas. Et en fait, ceux qui n'en ont pas ont d'autres choses à apporter. Tu vois, il n'y a pas que savoir coder, être un bon dev. Par exemple, à mon avis, c'est pas que savoir coder. Mais donc, je sais pas, je me rappelle, je sais pas si je peux le dire, mais je me rappelle d'une fille qui tu vois, qui à un moment qui avait pleuré et qui me disait mais je suis bonne à rien et tout. Je disais mais tu peux pas dire ça, tu pourras jamais dire ça, ça n'est pas vrai. Personne n'est bon à rien, ça n'existe pas quelqu'un de bon à rien. Et en fait, à force de discuter, je disais mais tu te rends compte comment tu as aidé les autres, comment tu as soutenu un tel, etc. On a besoin de toi et on a besoin de personnes comme toi dans ce système-là. Donc, et c'est ça qui est joli à 42. Et c'est ça, pour en revenir quand tu parlais de l'éducation,
dans le problème, je trouve, pardon, dans le système traditionnel, c'est pas seulement cette histoire de t'as quelqu'un qui sait et qui te transmet, c'est le problème de normes, en fait, et de quelque chose de normatif. Et quand tu te dis que des gamins qui ont 5 ans, on les met tout d'un coup sur une échelle, et il y en a, ils sont bien, puis il y en a, ils sont, on sait pas, d'ailleurs, on s'en fout, c'est le ventre du milieu, on s'en fout, puis il y en a, ils sont nuls. C'est juste ça qui est insupportable. C'est ça qui est terrible. En plus, tu pourrais prendre une autre norme. Tu sais, il y a une quote de Einstein, tu sais, où tu as un dessin comme ça, c'est une caricature, où tu as un type qui est sur une table comme ça dans la jungle et qui fait alors pour un test équitable, merci, pardon. Pour un test équitable, vous allez tous passer le même test, vous allez tous grimper à l'arbre. Et en face de lui, il a un crocodile, un éléphant, un singe, un oiseau, un machin. Et c'est un peu ça, tu vois. Il suffirait de mettre une autre norme, puis ceux qui étaient nuls en bas, là, soi-disant, en fait, ils vont être super bons en héros, parce que juste, ce sera d'autres choses à apprendre d'une autre manière. C'est ça qui va pas. Ce qu'il faut, c'est dire, en fait, et puis surtout, seul, on peut accomplir des choses, c'est super, mais c'est ensemble que ça devient quand même assez délirant et assez intéressant. Et là, beaucoup plus multiple. Donc, apprendre à travailler ensemble, apprendre à comprendre que l'autre, quand il est différent, waouh, génial, il est différent, super, je vais apprendre plein de trucs et on va pouvoir aller plus loin. C'est ça qui est intéressant. Mais donc, du coup, ce que tu mets en avant, c'est ce formidable travail d'équipe et qu'en fait, c'est un ensemble de choses qui fait qu'un dev est au final un bon dev et que tu n'as pas juste besoin de connaître parfaitement les pointeurs, mais tu as un ensemble de choses et que du coup, c'est ensemble qu'on arrive ils connaissent tous les pointeurs, sinon ça marche pas. Je me doute. Mais du coup, la question qui va derrière, c'est est-ce que du coup, est-ce que du coup, 42, c'est pas un contexte qui est très particulier, qui va être du coup très différent de ce qu'ils vont vivre après dans le monde de l'entreprise? Et du coup, ça peut être difficile pour eux de s'intégrer dans ce monde-là. Tu parles de 2 trucs différents. Mais il y a des choses vraies et il y a des choses pas vraies. Dans le sens où il n'y a qu'un seul contexte. Enfin, dans l'apprentissage qu'on veut faire, c'est le contexte de sa propre personne. Je trouve que l'apprentissage à 42 tel qu'il est fait, qui est donc, il n'y a personne qui t'explique quoi faire, t'es auto-organisé, c'est son propre désir qui te pousse à aller de l'avant, etc. Ça te reconnecte surtout avec la manière initiale que tu as d'apprendre. Je m'explique. Au départ, l'être humain, il a envie d'apprendre. Je veux dire, tu n'as pas besoin de forcer un enfant pour apprendre à marcher, ni pour apprendre à parler. Mais en fait, c'est ça l'envie d'apprendre. Et s'il n'y avait pas l'école ou ce système, ça reste toute la vie. Tous les enfants, tu les regardes à 3 ans, ils font des maths, ils refont plein d'expériences en permanence, et ils ont envie de comprendre le monde qui est autour d'eux. Mais c'est que tout d'un coup, on leur dit, en fait, ça va être à 9h du matin, ça va être comme Paul, là, tu vois, tu vas apprendre la même chose, à la même vitesse, comme lui, tous ensemble, blabla, etc. Et en plus, c'est sur une échelle, enfin bref. Et puis quand tu te trompes, t'es nul. Voilà. Si tu regardes l'apprentissage de la marche, je crois que c'était, oui, c'est quelqu'un du gouvernement pour tout vous, qui disait, mais imaginez que tout d'un coup, on se dit, non, mais l'apprentissage de la marche, on va tout normer. Maintenant, toutes les mamans, les enfants, à 11 mois et 2 jours, elles vont leur prendre les petites jambes comme ça, peu importe s'ils ont commencé, pas commencé, et puis on va leur mettre comme ça les jambes, on va faire, allez, hop, 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 et tu vas faire comme ça, puis tu vas marcher comme lui, et puis on va le faire de 9h à 10h, etc., etc. On n'aurait que des handicapés. Il n'y a pas une personne qui marcherait correctement, tu vois. Donc, il y a quelque chose de... J'avais fait une émission, une interview avec une alumni. C'est ce qui m'avait dressé les poils, tu vois, sur les bras en me disant, mais c'est le truc le plus beau. Ce qu'elle disait, donc, elle était cancre à l'école, donc super, elle a fait 42, génial, elle réussit. Donc, en plus, elle a des gens qui ont fait Sciences Po, donc waouh, tu vois, elle se dit, non, je suis pas juste nulle, tu vois, parce que qu'est-ce que ça dit quand t'as pas eu ton bac, tu vois, dans notre société, c'est une horreur. Bref. Et donc, voilà, tout ça, c'est super. Et puis, elle a un super job, dans une boîte qui a été montée par des étudiants de 42, Merci Search, pardon, et qui est canon. Super boîte. Ils sont tous très heureux là-bas. Et voilà, elle est très épanouie, c'est génial. Mais elle dit, mais le truc que m'a appris 42, c'est qu'en fait, je peux faire ce que je veux. J'ai pas peur. J'ai pas peur devant l'inconnu. J'ai pas peur de pas savoir quelque chose. Je sais que je peux l'apprendre, que je peux le faire, mais il n'y a rien de plus beau quand même. C'est juste extraordinaire. Et en fait, ça, c'est le potentiel qu'on a quand on est enfant, dont on a conscience, tu peux tout faire. Puis d'un coup, tout se réduit comme ça. Alors, c'est sûr que faire des choix, c'est grandir et c'est super, mais on ne parle pas de ça. Là, on parle du potentiel et de la capacité qu'on a. Donc ça, c'est très joli. Et ça, c'est ce que tu apprends 42. Et ça, on s'en fout que tu sois dans une boîte, on s'en fout que tu lances ta boîte, on s'en fout quoi que ce soit. C'est toi qui renoue avec ton sens aussi des responsabilités. Tu ne dépends pas des autres. Tu dépends de toi, de ton désir, de tes décisions, de tes actions. Voilà. Ça, c'est génial. Après, que les étudiants de 42 ne s'adaptent pas tout le temps à un contexte d'entreprise, qu'est-ce que tu
Ça veut dire quoi le contexte d'entreprise? Est-ce que tu parles d'une entreprise, par exemple, où on te donne des horaires, mais ça n'a aucun sens, où on te fait faire un travail qui n'a aucun sens, où tu dois respecter une hiérarchie et des managers bullshit? Bon, bah écoute, moi, ça me gêne pas trop. Oui. Si jamais c'est ça, bah c'est pas très grave. Moi, je me rappelle du patron d'un très grand groupe. Le patron de la plaque Asie était venu en disant bon, les étudiants de 42, on n'arrive pas à les garder. J'étais ouais, bah, ça m'étonne pas trop. Il va falloir peut-être changer vos techniques de management et d'organisation. Et c'est peut-être une bonne chose. Ouais, ça vous oblige à progresser et à changer. Après, peut-être l'endroit où tu peux te dire bah oui, c'est peut-être les codes de l'entreprise. Mais en même temps, ils sont dans une formation. Les codes de l'entreprise, tu peux l'apprendre dans une entreprise. Et puis, c'est quand même cool. Ils ont le choix. Ils sont dans un système où, en effet, bah oui, on manque cruellement de devs. Déjà, ils peuvent lancer leur propre projet. C'est quand même génial. Pardon, mais lancez tous votre boîte. C'est ce qu'il y a de mieux. C'est là où, bon, enfin, je sais pas. Après, chacun, tout le monde n'est pas entrepreneur, mais bon, s'il y pensait, c'est quand même génial de lancer sa propre boîte. Mais c'est possible. Enfin, t'es dev, tu fais ce que tu veux quand même. Tu lances ce que tu veux. Après, tu peux agréger d'autres compétences avec toi ou les avoir toi. Donc déjà, et après, ils peuvent choisir la boîte dans laquelle ils vont. Ils peuvent bosser à distance, ils peuvent bosser dans n'importe quel domaine. Bon, c'est un luxe qui est quand même assez extraordinaire. Et après, s'ils connaissent pas, bah, ils vont l'apprendre. Ils vont l'apprendre sur le tas. S'ils sont insupportables, qu'ils font leur diva, etc., bah, on va leur dire, écoute, c'est pas possible, t'es relou. Et puis, je vais prendre quelqu'un qui est moins compétent, mais avec qui je travaille beaucoup mieux. Ouais. Pas grave. Ce point que tu as sur est-ce que c'est difficile de s'intégrer dans une boîte avec des horaires d'abrutis, un comportement pas forcément adapté? Ça me fait penser, en fait, moi, quand je prépare un épisode, j'aime bien demander à pas mal de différents cercles autour de moi un peu qu'est-ce que je pourrais poser comme question. Ça me permet d'avoir l'air intelligent, de poser des questions intelligentes. Mais t'as l'air intelligent déjà. Merci. Du coup, quand j'ai dit à quelques personnes que je te recevais, il y a un truc qui est revenu de plusieurs endroits. Je vais essayer de te résumer. J'ai pas su vraiment quoi leur répondre, mais du coup, je te passe la patate chaude, comme on dit. Grosso modo, l'idée, c'était de dire que les étudiants de 42, ils ont un cursus en général qui est très différent. Ils ont du coup des origines qui sont très différentes et ils ne correspondent pas au schéma classique d'un dev qu'on retrouve dans la majorité des boîtes. C'est-à-dire que, grosso modo, ils ne ressemblent pas forcément à un ingénieur d'un environnement social favorisé, blanc, d'une trentaine d'années et de genre plutôt masculin. Et du coup, on m'a dit, ça peut être du coup, ils ont parfois du mal du coup à s'intégrer dans cette homogénéité des équipes qui existent à certains endroits. Et du coup, ça peut être difficile du coup pour les boîtes de recruter des gens de 42 parce qu'ils peuvent avoir du mal du coup à s'intégrer dans cette homogénéité. Donc voilà, je te laisse la patate chaude pour voir comment. Ouais, avec grand plaisir. Déjà, bon, j'espère pour les boîtes qu'elles se mettent plutôt, elles, en question, remettent elles en question. Parce que, par exemple, si on part du principe que les équipes dev sont particulièrement des hommes blancs, CSP++, et que, par exemple, intégrer une femme, c'est compliqué parce que, j'espère que c'est aux boîtes de faire un effort. Et surtout, ça va leur apporter du plus, d'avoir des profils très, très différents. Après, plusieurs choses. Moi, je constate que les boîtes n'ont aucun problème à recruter des 42 et que surtout, ils nous en demandent pléthore. Et je pense que c'est pas juste le fait qu'il y ait une pénurie de talents dans le dev, c'est aussi que les étudiants de 42 ont quelque chose de particulier et que c'est très, très demandé par les boîtes. Et que ce truc de particulier, c'est une fine couche, parce qu'après, derrière, ils sont tous très, très, très différents. Mais il y a un truc un peu particulier qui est lié à cette forme de pédagogie. Et c'est pas que de la débrouillardise, etc. Il y a une sorte de maturité, en fait, qui arrive avec cet apprentissage. Et ça, c'est pour une boîte. Alors, ça peut être gênant, en effet, une certaine forme de maturité, mais dans l'ensemble, ils sont très, 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 très plébiscités. Après, sur les profils sur l'intégration, comme je te disais, pour moi, je le vois pas. J'ai pas ces retours-là du tout, et c'est plutôt une très très bonne chose pour les boîtes. Et j'irais même dire, j'ai eu des choses différentes moi, parce que, alors pardon, c'est pas très politiquement correct, tout ça va peut-être pas beaucoup plaire, mais c'est vrai que, allez, partons plutôt sur le stéréotype. Le stéréotype du dev, c'est quand même, stéréotype, c'est plutôt l'ado blanc, comme on dit, qui est pas très bon au sport, pas très bien dans ses baskets, pas très à l'aise avec les filles, et qui est pas un super communicant. Donc moi, j'ai plutôt des boîtes, et je l'ai vécu moi, avec des devs où t'es là, quelle galère quand même, ça va être compliqué, c'est compliqué, il y a des choses assez évidentes, ils comprennent pas du sens des relations, et même
d'un produit, enfin bref. Alors que tu prends une personne qui est en reconversion, qui connaît déjà le code de l'entreprise, qui est fiable, qui est honnête, qui connaît déjà, par exemple, le cœur de métier et qui vient se reconvertir, qui donc correspond pas du tout au stéréotype du geek, bah, je peux te dire que les boîtes, ils sont tellement contents de les accueillir. Moi, je disais ça à des nanas qui ont 40 ans, qui sont passées à 42, même plus, et qui au début me disent mais vraiment j'ai trouvé du travail. Je suis ouais ouais c'est dingue, mais ouais. Et en effet ça marche très très bien parce qu'elles connaissent un secteur, parce qu'elles sont travailler avec des gens qui ont les compétences, tu vois, de soft skills en fait, qu'on appelle ça, qui sont des compétences relationnelles et de fiabilité, d'honnêteté, bah, c'est quand même très très agréable. Donc j'espère qu'on enseigne ça aussi à 42, mais donc voilà, j'ai pas nécessairement le même retour. Ouais, non, mais je comprends. Moi, il y a un truc aussi que je raconte souvent sur mon podcast, c'est que mon premier maître de stage m'a sorti un truc, en fait, quand je suis arrivé dans sa boîte. Il m'a dit, c'est bien, maintenant, tu as ton diplôme, tu as appris un outil, maintenant, il faut que tu apprennes un métier. Et en fait, ça m'a fait comprendre que le dev en tant que tel, c'est pas un métier, en fait. C'est juste, j'ai un ensemble d'outils à ma disposition qui me permettent, de les appliquer dans un métier donné. Et qu'il faut du coup apprendre comment les utiliser ces outils-là après. Pour les appliquer à un métier. Et sur mon licence précédente, je faisais aussi beaucoup en sorte que tous les devs de mon équipe comprennent bien le métier sur lequel on était et parlent le même langage que le métier. Et du coup, moi, j'avais un exemple très flagrant, c'était sur la vente aux enchères d'objets d'art. Et du coup, dans la boîte, quand les gens parlaient de résultats, un dev, quand tu parles du résultat, lui, il parle du résultat d'une requête en général. Mais dans le monde de la vente aux enchères, un résultat, c'est un résultat de vente. C'est un prix de vente. Et du coup, j'avais été très clair avec mes devs. Je veux pas. T'as obtenu un bouillon ou non, je comprends pas. Et donc, moi, dans le code, j'expliquais à tous, quand j'ai une variable résultat, je veux pas que ce soit le résultat d'une requête, je veux que ce soit un résultat de vente. On sait ce qu'il y a dedans, en fait. Et donc là, c'est leur apprendre le métier, donc faire comprendre que notre outil s'applique à un métier. Et c'est dans ce cadre-là. Et donc, c'est ce qui permet aussi, je pense, c'est vrai que quand tu parles de diversité aussi, je pense que ça vient de là aussi, c'est qu'il faut des gens qui viennent un petit peu de partout pour qu'effectivement, on ait beaucoup de métiers sur lesquels on peut appliquer du dev après, quoi. Ouais, après, il y a une autre chose. D'abord, c'est très bien d'avoir des ingénieurs et c'est très bien d'avoir des gens qui ne sont pas formés du tout à la manière de 42. Il faut vraiment une diversité. Moi, je suis pas pour que tout le monde passe par il faut que je codine de 42 nécessairement. Et c'est vrai que c'est une manière complètement différente d'apprendre. En plus, il y a des personnes qui, quand elles sont passées par le système scolaire, ont vachement de mal, tu vois, tout d'un coup, se trouver dans une situation où elles sont dans le brouillard, où elles savent pas, où c'est une manière complètement différente d'éducative d'apprendre qui est pas du tout la même. Mais l'histoire de la diversité, il y a plusieurs choses. D'abord, c'est quand même un peu l'Eldorado en ce moment, le milieu du numérique, de l'informatique. Bon, bah, on va être généreux, non? Je sais pas. On va essayer de partager ça avec des gens éloignés de l'emploi qui s'imaginent pas dans ces métiers-là, alors que franchement, pardon, mais apprendre les bases du code, apprendre à coder, je veux dire, en maths, en 5e, tu fais des trucs plus compliqués, hein, c'est pas. Alors après, tu peux pousser, hein, pardon, moi je veux pas démériter, mais il y a des trucs très très compliqués, des paradigmes qui sont compliqués d'accès, et quand tu fais de l'IA et tu utilises. Enfin, tu peux juste bouffer de la lib sans comprendre vraiment exactement tout. Mais si tu le fais réellement, bah, c'est des maths qui sont quand même très, très complexes. Mais voilà, je sais pas, il faut ouvrir les bras et se dire... Mais en plus, c'est bien pour nous, parce que c'est quand même beaucoup plus agréable de bosser avec des gens un peu divers et variés. Tu vois, on sait bien l'appauvrissement intellectuel et tout quand tu es avec les gens qui sont que comme toi. Et puis, on connaît tous les biais... c'est comme de la génétique, c'est comme de la bio, quoi. Faut qu'on brasse, faut que ce soit divers si on veut faire face aux différents problèmes. C'est pareil. Donc on connaît tous les biais, particulièrement du fait de manque de femmes dans l'informatique. Il y a eu plein d'histoires. On va pas toutes les refaire, mais qui montrent que c'est un vrai problème. Après, c'est normal. C'est pas, je veux dire, ça aurait été que des femmes noires dans l'informatique. Bon, on serait retrouvé avec une pensée qui aurait été quand même très biaisée par. Voilà, on n'a rien particulièrement contre les hommes blancs. C'est juste qu'il faut plus de diversité, plus d'ouverture. Voilà. Mais ça sert à tout le monde. Alors du coup, c'est marrant parce que ce que tu évoques, cette diversité, donc tu dis si on avait que des femmes noires, ce serait du coup un informatique différent, mais pareil, tout aussi sclérosé. Ça me fait penser à une anecdote qui du coup revient sur l'enseignement 42. Il y a quelque temps, l'Éducation nationale avait commandité une étude sur l'impact des écrans sur les enfants. Et ce qu'ils avaient vu, alors bien évidemment sur les très petits âges, c'est très fortement déconseillé, bien évidemment, mais quand tu vas sur des âges à partir de 7 ans et quelques, ce qu'ils disaient, c'est que si tu donnes à un enfant que des écrans, il ne sera pas au top. Mais si tu donnes à un enfant que des puzzles,
bah, il sera pas au top non plus en fait. Ils ont eu besoin d'une étude pour savoir ça? Bah en fait, il y a eu un appui scientifique, on va dire, qui a été fait. Ouais. Mais donc du coup, c'est que l'enseignement, en fait, ça passe par une diversité de supports, de méthodes, de moyens, et que si tu fais un truc, même si c'est un truc qui peut paraître intellectuel, si tu fais que ça, bah en fait, tu t'abstrais de beaucoup Puis de il y a choses. même pas que ça, il y a aussi vivre dans son temps. Enfin, tu fais quoi d'un gosse qui a jamais droit aux écrans et qui apprend que des puzzles et qui arrive à l'école et qui est pas du tout, qui a pas les mêmes codes, les mêmes compréhensions des autres, qui va du coup être ostracisé. Alors moi, si c'est un super Wonder Woman ou Superman, bah oui, il va reprendre de la hauteur, mais si on va faire crabouiller, ça va être un enfer pour lui. Il faut aussi apprendre à vivre avec son temps. Et ce qu'il faut apprendre, moi, c'est vrai que bah, tu vois, moi, le père de ma fille était, ah oui, il faut pas qu'elle fasse un truc. Je dis, ah ben non, en fait, ce qu'il faut, il y a un truc, c'est que les écrans et tout système, en fait, il y a des gens qui essaient de te vendre des trucs. Les gens qui essaient de te vendre des trucs, ils vont utiliser toutes tes petites failles. Et évidemment, c'est pas pour rien que tu te retrouves avec les bonbons, tu vois, juste quand tu fais la queue pour tes courses, parce que les gamins, ils vont faire, maman, il y a bonbon. Puis la troisième, la quatrième fois où tu as dit non, tu fais, ok, d'accord, est-ce que tu craques? Donc, il y a même des études pour voir comment mieux te faire craquer et mieux te faire acheter des trucs dont tu n'as pas besoin. Ce qu'il faut, c'est apprendre à nos enfants juste à se maîtriser, à comprendre les choses, tu vois. Et c'est pas facile, mais c'est pas en interdisant de manière bête que tu vas y parvenir. Donc c'est beaucoup plus. Et puis il y a des âges pour tout. Il y a un âge où tu vas leur dire OK l'écran, mais de temps en temps, et je t'explique pas encore parce que t'es pas encore capable de comprendre pourquoi. Et puis il faut donner des alternatives. C'est-à-dire c'est pas l'enfant tout seul qui va se dire ah c'est cool de faire de la pâte à modeler, d'aller voir une expo, d'aller faire du chant, etc. Donc c'est à toi aussi de faire fleurir et toutes les possibilités et d'aider ton enfant. Mais de toute façon, l'interdiction pure et dure, bon, c'est le meilleur truc pour pas aider les enfants. Bref. Alors du coup, ça me fait penser à deux questions. Je vais essayer de me souvenir des deux. On va commencer par la première. C'est du coup, vous chez 42, est-ce que vous essayez du coup justement d'avoir un enseignement diversifié, varié, pour que tu apprennes justement par différents moyens, tu vois, pour reproduire un peu ce... Tu veux dire par exemple avoir des profs pour faire cette non, autre type d'enseignement? Non, je sais pas, ça peut être... Non, on a une méthode pédagogique qui est la méthode du père à père. Et on fait pas d'autres méthodes d'apprentissage. Il n'y a pas la méthode d'apprentissage qui consiste à avoir un maître, un sachant qui t'explique ça. Ça non. Non, mais tu vois, je sais pas, il peut y avoir des types d'exercices différents. Tu vois, enfin, je sais pas, parfois ça va être plutôt. Un QCM par exemple? Je sais pas, je demande. Non, puis en plus ça n'a rien à voir. C'est pas du tout de l'apprentissage. Enfin, c'est pas exactement sur de l'apprentissage facile. Ce que tu pourras apprendre avec des QCM, non, pas du tout. En fait, c'est de la méthode par projet. C'est-à-dire que tu dois réaliser quelque chose. Et c'est en réalisant quelque chose, donc tu vas essayer, le fait que ce soit gamifié, ça permet aussi de déstigmatiser un peu l'effet quand tu te trompes, c'est mal. Là, tu as le droit de te tromper. Donc, tu vas essayer des choses et puis chacun va créer son propre cadre d'apprentissage. Il y en a, ils vont aller regarder des vidéos, d'autres, ils vont lire un manuel, d'autres, ils vont papoter avec quelqu'un, d'autres, ils vont tester un petit morceau de code, puis retester, etc., puis décorriger par d'autres personnes. Et ce qui est génial, c'est que les moments, ça c'est super, les moments de correction, c'est des moments où, il y en a, ils apprennent que comme ça. Par exemple, il y a une nana à 42, elle me fait, moi, j'ai appris que en corrigeant des gens. Donc, elle corrige, elle appelle comme ça plein de gens sur un même sujet et elle voit les différentes manières qu'il est possible de finalement parvenir à résoudre cet exercice. Et puis, quand toi, tu es corrigé, quand tu expliques comment tu as fait les choses, pourquoi? Parce qu'évidemment, ça fait partie de la correction. Du coup, tu sais, dans le cerveau, les humains, on a une zone qui permet de renforcer l'apprentissage et qui fait que tu vois, ceux qui conçoivent bien s'expliquent clairement et blablabla, et les mots viennent bien en le disant, que je sais plus quoi. Donc, c'est ça, en fait, c'est que du coup, tu vas renforcer ta compréhension de ce que tu as fait. Donc, c'est un moment intéressant pour les deux. Et sur la mémorisation et sur l'apprentissage, en fait, tu sais, ce que tu apprends, tu l'apprends grâce aux émotions. C'est-à-dire, par exemple, si tu es allé dans un restaurant étoilé, 3 étoiles, il y a un mois, à mon avis, tu te rappelles encore de ce que tu as mangé. Je ne sais pas si c'est le cas, mais en revanche, ce que tu as mangé il y a 4 ou 5 jours, peut-être tu ne te rappelles pas du tout. Pourtant, c'est il y a moins longtemps, mais il n'y a pas eu la même émotion. Et c'est ce qui fait, par exemple, un trauma. Évidemment, ça va être beaucoup plus mieux mémorisé. Et tu sais, tu mémorises pendant la nuit, machin, etc. Et donc, en fait, quand tu fais par toi-même, quand tu arrives à résoudre un truc, tout d'un coup, tu rentres le truc, et tu fais « Yes, j'ai réussi !» T'es content. Et du coup, tu mémorises beaucoup plus que tu as mis en œuvre pour pouvoir y parvenir. Donc voilà, nous, c'est plutôt ces systèmes-là qu'on utilise. Du coup, il y a quelqu'un qui répond à tout ce que tu dis dans le chat en disant tout, absolument tout. Il y a beaucoup de commentaires. Ouais. Donc merci à vous qui êtes en live. Quelqu'un qui répond à tout. Lui me parle, alors ça, non. Non, mais qui ajoute, du coup, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mais tout à fait, exactement. Mais après, ceci dit,
Non, c'est ce que j'allais dire, tu vois, par exemple, dans les forgerons, il y a vachement de compagnonnage. Et en fait, ça s'assimile aussi un petit peu à ça, en fait, à une forme de compagnonnage. Après, il n'y a pas quelqu'un qui te dit, moi, je sais. C'est génial, ce truc de. Et même, tu as des personnes qui peuvent corriger des gens qui sont plus avancés qu'eux dans le parcours. C'est beau. Alors attends, parce que j'ai pas eu le temps de poser ma deuxième question. Non. Tu m'as déjà, tu m'en as déjà suggéré une autre. Alors attends, la question d'après, c'était donc tu disais de vivre avec son temps, le fait de tablette, enfin, tu vois, il faut être connecté avec le temps. Comment tu gères aussi ça dans un monde, dans le métier de dev, où il y a des nouvelles technos qui sortent en permanence. Tu vois, tu parlais du C, qu'il faut apprendre le C à tout prix. Il y a des gens dans le chat qui ont dit Rust, c'est la vie. Oui, bah Rust, c'est fantastique. Oui, alors, je suis d'accord. Alors, bah, justement, on se demandait si on n'avait pas à faire des piscines Rust. Alors, pour le coup, je suis. Voilà, c'est en réflexion, c'est en discussion. Mais après, est-ce que faire des piscines C ou Rust, ça va tout changer? Je sais pas. Mais oui, je comprends. Je comprends qu'il soit pro-Rust, il n'y a pas de souci. Et du coup, la question, c'est vivre avec son temps. Et la question, c'est comment tu fais pour choisir les technos que tu enseignes en sachant que quand ils vont sortir. Et on s'en fout, on n'enseigne pas des technos, nous. C'est-à-dire qu'en fait, t'enseignes une gymnastique cérébrale avec du C, que ça pourrait être du Rust, je suis d'accord. Et avec du C++, mais après, tu vois, tous les projets, on leur donne jamais une techno. On leur dit, il y a ça et ça à faire, mais c'est comme dans une boîte. C'est-à-dire, dans une boîte, en plus, dans une boîte, tu as tout l'équilibre de, alors attends, c'est quoi la techno la plus adaptée à ce projet? En même temps, est-ce que mes devs, ils sont vraiment sur cette techno? Est-ce que, tu vois, donc, on va faire des trucs en Elixir. Bon, Elixir, c'est sympa, mais en fait, pour trouver des devs Elixir, bon, pas si facile que ça. Plutôt prendre la stack JavaScript, ok. Enfin, t'as plein mais on s'est pas dit, tu vois, quand quelqu'un arrive avec un projet, il dit pas bonjour, je veux une appli en tel truc et machin, il dit bah moi je veux une appli qui fait papa-maman, hein, et c'est la boîte qui va décider de c'est quoi la chose la plus adaptée. Nous c'est pareil. Les projets en fait, ils vont te le faire en Java, en .NET, en Bash. Enfin, chacun va utiliser ce qui lui semble le plus adapté. Donc on n'enseigne pas une techno. On enseigne des paradigmes. Tu aimes ce mot qui est dit à peu près toutes les 10 minutes J'étais à deux de le prononcer en plus. Tu l'as prononcé au tout début de l'émission. C'est possible. C'est possible. Et du coup, alors, l'autre question qui était après, c'était sur... Ah oui, tu parlais de la notion de pair à pair, l'apprentissage avec les forgerons, patati patata. Il y a cette notion du coup du maître ignorant, en fait. C'est-à-dire que du coup, de ce que je comprends, chez 42, en fait, les référents que tu peux trouver, ce sont en fait les autres élèves de l'école, que ce soit de ta promo ou des promos au-dessus, voire peut-être même des promos en dessous d'ailleurs. C'est ça où il y a aucun référent sachant. Alors, il n'y a pas de sachant. Le maître ignorant, c'est une super théorie, et donc c'est Joseph Jacotot, c'est repris par Jacques Rancière dans les années 80. Joseph Jacotot, juste pour remettre un petit peu de contexte sur la théorie pédagogique, Joseph Jacotot, donc avocat au début du 19e, je suis un peu nulle en histoire, donc c'est après Napoléon, il fuit la France. Et il se retrouve aux Pays-Bas. Et là, il doit vivre. Et donc, il trouve un métier qui est prof de français. Il donne des cours de français à des gens qui parlent donc néerlandais. Et lui, il parle pas du tout un seul mot de néerlandais. Donc, il prend un bouquin bilingue, c'est Télémaque de Fénelon. Et il le montre à ses étudiants, genre, le jour, je sais pas comment commence le bouquin, mais tu vois, il galère, quoi. Et en fait, au bout d'un an, il va s'apercevoir que ses étudiants ont plus progressé que les autres, qui avait des cours avec je suis, tu es, etc. Et il va en sortir une théorie. Après, c'est quand même une autre époque, hein. C'est quand même liberté, égalité, fraternité à fond la caisse, c'est un truc d'humanisme. Mais lui, il en tire une théorie qui est de se dire que l'intelligence est répartie de manière équitable partout. Ce qui n'est pas complètement juste, tu vois, dans un sens physiologique, tu vois, tu peux avoir mais tu vois, ce qu'il veut dire, c'est que de la même manière, tu vois, tu mets un embryon, tu le mets dans une famille où il est aimé, enfin, tu vois, après, il va grandir, il est dans une famille où il est aimé, accompagné, entouré, etc., ou tu mets dans une famille où il se fait tabasser. En fait, c'était le même, ça donne pas du tout le même résultat. Donc, c'est dans ce sens-là où il dit, l'intelligence est répartie équitablement, tout n'est qu'une question de relier, en fait, les choses à nous. Et le fait d'avoir un maître et quelqu'un qui sait, ça étroitise, en fait, ça t'écrase, ça fait qu'en fait, tu penses qu'il n'y a plus qu'un seul chemin, et de une, et de deux, c'est comme si on te donnait de la béquille, en fait, tu vas pas toi-même développer toutes les compétences qui vont te permettre d'aller chercher à manger, c'est-à-dire chercher la connaissance. Et donc, à 42, ce que je disais, c'est qu'en fait, ok, ils apprennent la partie cognitive, c'est-à-dire vraiment la partie codée, etc., mais ils apprennent surtout, du coup, je vais dire une expression très vulgaire, donc pas du tout, à se donner du courage, tout le monde a compris ce que je veux dire, mais pour aller trouver des solutions. Donc, ils vont être obligés de collaborer, ils vont être obligés de communiquer, ils vont être obligés de réfléchir, ils vont être obligés d'aller chercher par eux-mêmes, ils vont être obligés de se lever le matin. Il y a tout ce truc-là, quoi, qui fait que ça développe ça aussi. Et donc, ce fameux Joseph Jacotot va en tirer une théorie, et il dit un truc qui, moi,
je trouve très très beau et qui est vraiment intelligent et juste, qui dit l'histoire en fait c'est pas de faire des savants, de créer des savants, c'est de s'adresser à ceux qui se pensent moins intelligents que nous et de les sortir du marasme dans lequel ils croupissent, qui n'est pas celui de l'ignorance mais celui du mépris de soi. Et ça c'est tellement tellement vrai. Et je le dis parce qu'en fait ce qui bloque le frein à l'apprentissage, c'est le manque de confiance en soi. C'est ça qui t'empêche, en fait, beaucoup, qui t'empêche d'apprendre. Et donc, c'est ça qui fait que quand t'es gamin et qu'en fait, on t'a mis sur une norme comme ça et qu'on t'a dit, toi, t'es nul, ben, petit à petit, tu te dis, ah bon, moi, je suis nul, ben, alors, du coup, et t'as de plus en plus de mal à apprendre, tu vois. Et on le voit bien, ce qui débloque les gens, c'est l'amour que tu leur donnes. En fait, c'est surtout la croyance et de te dire, mais non, t'es capable, tu peux y arriver. Ah bon, je peux. Et ça change tout. C'est tout ce qu'on appelle l'effet golem ou l'effet Pygmalion. Voilà, pardon, je peux en parler 3 plombes aussi. Non, parce on y va, parce qu'il y a des questions. Ça reboucle aussi à ce que tu disais tout à l'heure, cette erreur. Moi, je l'avais entendu autrement, c'était si tu juges un poisson à sa capacité à grimper un arbre, il sera mauvais toute sa vie. Tout à fait. Bah, c'est exactement, c'est ce même principe. Et ce que je trouve aussi intéressant, en fait, de ce que je comprends en filigrane de ton propos, c'est que ce mode d'apprentissage, il y a des gens qui ça va très bien correspondre, qui vont très bien s'éclater chez 42, mais j'imagine qu'il y en a qui en fait ont besoin de ce maître sachant qui leur apporte quelque chose et pour qui eux une école plus traditionnelle leur ira très bien. Complètement. Une espèce de diversité. Après, moi j'ai une croyance profonde en fait que ça devrait aller à tout le monde, mais qu'à force d'avoir martyrisé les gens, ils peuvent plus. Mais du coup, peu importe. La réalité, c'est qu'en effet, il y a des personnes à qui ça correspond moins ou pour qui c'est pas facile d'être dans ce doute d'un coup et dans tout dépend de moi et c'est moi qui vais aller trouver. Alors qu'avant, il y avait quelqu'un qui me disait, puis moi je comprenais bien et puis c'est bien, je sais bien faire. Tu vois ce que je veux dire. Donc, et aussi dans ce j'ai oublié ma question. Oui, tu as peut-être une question. Oui, il y en a plein. Il y a beaucoup de questions sur comment se préparer à la piscine à 42. C'est quoi tes conseils pour bien se préparer et pour se mettre dans des bonnes conditions pour réussir 42? C'est toujours pareil en fait. C'est qu'est-ce qui va faire que tu vas avoir confiance dans ta capacité à y arriver. Donc si il y a des gens, il y a plein de personnes qui sont venues à 42, qui n'ont rien préparé du tout et qui ont réussi, qui sont arrivés. Il y a des gens qui n'avaient pas du tout codé. Je crois qu'on a un tiers des alumni. Donc en plus, ça date, parce que ça change de plus en plus. Hein, c'est vraiment de plus en plus ouvert 42. Mais tu vas avoir un tiers des alumni qui savaient pas coder du tout. Un tiers qui avait regardé un peu vaguement, tu vois. Je dis, vous avez fait HTML, CSS. Je suis là, oui, vous saviez pas coder, pardon. Et puis t'en as un tiers qui avait quand même commencé à coder. Donc c'est tout à fait faisable. Après, pour se préparer, tu vas faire du shell, tu vas faire du C. Donc, tu peux déjà commencer. Et puis, en fait, pour de vrai, tu peux trouver tous les sujets de 42 sur Internet. Hein, c'est pas très, très compliqué. Mais l'idée, c'est pas tellement d'apprendre et de bachoter et de te faire. L'idée, c'est de justement, dans cette expérience, d'apprendre à apprendre. De voir comment est-ce que tu vas réagir, comment est-ce que tu vas trouver, toi, les ressources pour aller chercher des informations, pour travailler avec les autres, pour apprendre à corriger quelqu'un correctement, pour supporter d'être corrigé par quelqu'un, pour faire les rushs. Les rushs, c'est quand même une expérience humaine assez intense quand même. Tu te retrouves avec des gens que tu connaissais pas, t'es 3, t'en as un, il est complètement nul, l'autre il est super bon, il veut tout faire tout seul, tu fais bah non, faut qu'on fasse ensemble, puis l'autre est nul, puis il vient pas. Enfin, c'est des vraies expériences humaines et c'est ça qui nous intéresse, c'est comment ça va se passer, comment les échanges vont se faire, comment est-ce que vous arrivez à travailler ensemble. Donc se préparer, c'est faire tout ce qui toi va te donner confiance dans ta capacité. Donc, ça peut être aller sur Coursera, Open Classroom ou ce que tu veux pour apprendre à faire du coder en C ou les bases du C. C'est comment avoir une bonne hygiène de vie. Moi, je suis favorable à la bonne hygiène de vie pendant la piscine. Je pense que c'est vraiment le mieux. C'est comme un marathon, quoi. Ça sert à rien de te faire 15 heures les premiers jours, et après t'écrouler. Faut faire ça correctement. Et puis surtout, aller vers les autres quand tu arrives. Mais ça se fait tellement naturellement. Comme tu parles beaucoup de cette capacité à apprendre et cette confiance en soi, dans sa capacité à apprendre et à comprendre les choses, est-ce qu'au final, la meilleure façon de se préparer à 42, ce serait pas de se mettre à la pâtisserie avant? Ah bon? Non, mais tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, tu t'apprends autre chose, en fait. C'est-à-dire que tu te mets dans ta cuisine, tu prends un bouquin de cuisine et t'apprends à faire de la pâtisserie et tu vois qu'en fait, que tu peux apprendre. Mais on peut tout apprendre. En fait. Voilà. Tout est possible. Moi, j'adorais, je me rappelle, ça avait en plus bouleversé. Enfin bref, l'anecdote, elle est vraiment trop longue. Mais tu vois, moi, je suis instrumentiste, on peut apprendre tous les instruments, on peut tout apprendre, c'est possible. Après, il y a des degrés de facilité, mais tout est faisable. C'est sûr que la danse classique, quand tu commences et que tu n'es pas souple du tout, ça va être plus compliqué. Puis vraiment, ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup de travail, particulièrement, tu vois, ce truc. Bon.
Alors, entre-temps, j'ai retrouvé du coup aussi la question que j'avais avant. Alors, Ah. j'ai plus la transition, mais on va la faire quand même. En gros, depuis que 42 est arrivé, et puis aussi avec toute cette pénurie de dev qu'on a à travers le monde, on voit une flopée de nouveaux types de formations qui sont apparus avec tous les bootcamps. Il y en a des plus ou moins courts, il y a différents formats et compagnie. C'est quoi ton point de vue sur ces formations? Mince, je dois être honnête. Alors, ça dépend en fait. Non, pour de vrai, ça dépend des formations. On pourrait regarder d'un certain point de vue qui est à partir du moment où il y a des formations qui permettent de mettre des gens en emploi, bah, c'est comme cool pour tout le monde. C'est cool pour, tu vois, c'est un peu mais la même histoire qu'Arthur, se dire que lui, il disait qu'il avait par exemple des personnes qui étaient en reconversion pour qu'il l'accès à ces technos était quand même plus facile. C'est sûr que ça réclame pas 4 ans d'études nécessairement. Donc voilà. Après, c'est vrai, j'ai peut-être un petit côté un peu puriste, je sais pas. Mais il y a plusieurs choses qui me gênent. D'abord, il y a des formations qui prétendent mettre les gens en emploi qui ne les mettent pas. Ça, c'est un vrai problème. Surtout si c'est des formations gratuites ou du coup, en fait, les gens rentrent dans ces formations, se disent je vais avoir un emploi, et après ils l'ont pas, mais ils peuvent pas dire grand-chose, c'était gratuit, et puis ils disent que c'est un peu de leur faute, etc. Mais par exemple, moi, je me rappelle les formations Swift en 3 mois. Bon, non, je suis désolée, non, tu fais pas de l'iOS en 3 mois. C'est pas vrai quand tu pars de zéro. Ça n'est pas vrai, ça n'est pas partant de possible. zéro, c'est compliqué. C'était marqué en partant de zéro, tu vois. Ouais, non. Non, on est d'accord, tu vois. Donc t'es là. En plus, ils brandissent des annonces derrière, premier salaire. Regardez, ça recrute à 60K. Ah, génial, faire ma formation de 3 mois. Non, mais ça, faut le savoir. Et quand toi, tu pars de zéro et que tu connais pas, comment tu veux savoir qu'en fait, non, c'est pas possible. Donc ça, c'est un petit peu gênant. Il y a eu un petit effet comme ça de mode. Et puis, c'est un marché, la formation. Donc, tu as plein de trucs qui ont fleuri et qui se sont rincés au passage. Voilà. Donc ça, c'est le côté que j'aime pas du tout. Le côté bien, c'est le fait de pouvoir mettre des gens en emploi, etc. Et après, il y a un truc où il faut faire très attention, c'est la technicité dans laquelle on rentre, c'est-à-dire on forme des techniciens. Alors, pardon, c'est pas pour mettre une échelle de valeur, etc. Mais c'est quand même, quand tu formes des gens qui ont appris qu'une technologie, ils sont esclaves et de cette technologie, qui sont souvent des grands groupes. Et donc, c'est des gens qui vont avoir du mal à se reconvertir ou aller vers autre chose parce qu'en fait, ils ont appris qu'une techno. Et ça répand de manière peut-être un peu malsaine, je trouve, cette techno et fait qu'on a du mal à s'en libérer. Bon, je vais pas nommer tous les grands groupes, mais voilà, ça, c'est un truc que je trouve un peu dommage aussi. Ouais. Voilà, sur cette partie-là. Après, bon, voilà, c'est un marché, c'est très bien si ça peut mettre des gens en emploi, si ça permet de faciliter des choses, enfin bref. Alors, justement, tu parles d'emploi. Du coup, parlons des débouchés de 42. Il me semble, alors je me trompe peut-être, mais il me semble qu'il y a quelques années, il y a une boîte qui avait annoncé qu'ils allaient recruter l'intégrité de la promo. Je crois que c'était peut-être DGTEL, non? Ou je sais pas, il n'y a pas une histoire comme ça, non? Je sais pas, j'y étais pas. Tu n'y étais pas? Non. Okay. Mais alors, du coup, je suis désolée, je peux pas te donner d'informations non, sur mais ce pas de souci. Je sais pas s'ils les ont recrutés. Ça me paraît être un effet d'annonce, ce genre de truc plutôt, mais bon. Mais alors, du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu des débouchés des élèves de 42? Ouais. Alors, c'est aussi hétéroclite que ce qu'on a montré, c'est-à-dire que c'est assez étonnant. Alors, bon, déjà, ils trouvent tous du boulot. Malheureusement, de plus en plus tôt. Bon, en tout cas, si tu finis le tronc commun, 100% de chance d'avoir un emploi. Mais visiblement, même quand tu finis pas le tronc commun, tu peux aussi très facilement avoir un emploi. Il y en a plein, en fait, qui sont aspirés par malheureusement, le monde professionnel assez tôt. Et je pense que les boîtes voient aussi un intérêt parfois à recruter le plus tôt possible à un salaire le plus bas parce qu'en 2 ans, ce que tu vas acquérir à 42 va te donner un salaire beaucoup plus élevé que tu n'obtiendras pas en termes d'augmentation en 2 ans dans une boîte. Bon, après, tu peux te casser, tout ça, mais bon. Et puis, ils te forment à leur techno, à leurs besoins, voilà. Mais donc, les débouchés, c'est super large. En fait, comment on forme? On a toutes les spécialisations. On peut faire de l'IA, machine learning, deep learning, du développement web, du développement mobile, du développement embarqué, du développement système, du développement de jeux vidéo. Tu peux faire de la cybersécurité, de la data analysis. C'est très, 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 très vaste. Donc, en fait, on a des débouchés dans quasiment tous les types de métiers dev, y compris consultants, dans des recoupements, marketing et dev, comme EDEM. Enfin, tu vois, c'est très, très, très large et dans tous les domaines. Et ils vont vraiment dans des boîtes qui sont... il y en a à peu près un tiers qui vont dans les très grosses boîtes, un tiers qui vont dans des PME, un tiers qui vont dans les startups. Enfin, c'est très éclaté. Ok. Ouais. Mais tu peux faire ce que tu veux, c'est ça qui est quand même cool. Hein. Et est-ce qu'il y a une proportion plus importante qui vont créer leur boîte ou se mettre en indépendant? On a c'est 12 ou 13% qui vont lancer leur boîte. Faut qu'on les accompagne pour qu'on ait plus de résultats là-dessus, je trouve. Donc c'est ce qu'on a fait. On a lancé le Startup Club, 42 Startup Club, et on a un incubateur chez Station F. Ok. Bravo. Et aussi autre sujet avec ça, c'est
J'espérais retrouver ma question en commençant ma phrase, mais en fait, pas du tout. Comment, si tu penses à autre chose, tu fais système 1, système Et 2, c'est ça. normalement tu défocuses et ça va. C'est sur l'expansion de 42 Oui. à l'international. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles, en fait, Tu 42 sais plus le dans le monde. Je sais plus le chiffre, c'est vrai, mais de souvenir, c'était beaucoup. Ouais, c'est énorme. Et ce qui est marrant, c'est c'est que possible. il y a beaucoup de gens qui défendent avec fierté l'enseignement à la française. Ce que 42 n'est pas du tout, mais 42 s'exporte Mais c'est pas vrai. au Pourquoi final tu dis mieux ça? que... C'est de l'enseignement à la française. On défend les valeurs liberté, égalité, fraternité finalement dans cette formation. Parce que les gens sont extrêmement libres. Il n'y a pas d'horaire, il n'y a rien de tout ça. Fraternité, puisqu'on apprend pair à pair. Et égalité, parce qu'il y a de manière équitable, tout le monde est traité de la même manière et il n'y a personne qui est au-dessus des autres. Donc c'est carrément les valeurs à la française. Très bien, je suis fan. Et donc on est un peu le fleuron français de la formation et on s'exporte très 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 bien. On est dans 47 villes et 26 pays. Donc on a 47 campus là, 7 en France, dans 26 pays et c'est pas du tout prêt de s'arrêter puisque on est en discussion avec beaucoup encore d'autres pays et nos partenaires actuels veulent faire d'autres campus à l'intérieur de leur pays. Donc voilà, on se déploie beaucoup. Alors, question bête, pourquoi ne pas s'être arrêté à 42 ? Mais alors pourquoi on devrait empêcher d'autres pays qui ont besoin d'avoir 42 ? Parce que c'est un vrai besoin en fait. Je pense que le monde a besoin de 42, c'est très grandiloquent, mais c'est vrai. Et 42 a besoin du monde. Parce que c'est pareil, on a une diversité de dingue, on commence à les faire travailler de plus en plus ensemble. Là, la situation sanitaire permettant un peu plus d'échanges, on commence à avoir un peu plus de mobilité dans nos étudiants, donc parmi nos étudiants. Donc ça aurait été dommage de s'arrêter à 42, alors que tu vois, pourquoi il n'y aurait pas eu Le Havre alors ? Il n'y aurait pas eu Perpignan. Non, et du coup, toi, dans tes fonctions aujourd'hui, tu gères du coup l'ensemble des campus ou tu es en charge de la partie française, parisienne ? Heureusement, non, parce que c'est déjà énormément de boulot. Mais en fait, on les gère pas, mais on anime quand même l'ensemble des campus et c'est un travail colossal. Donc, c'est des partenaires. Donc, ils ont quand même une grande liberté sur l'adaptation culturelle. Ils sont autonomes financièrement, ils choisissent leurs équipes, etc. Mais ils utilisent notre savoir-faire et nos outils et ont évidemment obligation de respecter la charte 42 et les valeurs de 42. Donc, dans tous les 42 dans le monde entier, la formation, elle est gratuite, elle est accessible à toutes et à tous. Il y a un accent particulier mis sur les minorités et sur les femmes. Le parcours est libre. Tu peux pas, comment on appelle ça ? Tu peux pas marketer l'étudiant. Tu peux pas avoir une boîte qui vient et qui te dit alors nous on vous finance, on vous donne tant d'argent, mais du coup on va avoir tel et tel étudiant. C'est pas possible. Le principe de base, c'est l'étudiant est libre. Et donc ça, c'est partout. Et voilà, donc on les gère, c'est-à-dire je suis pas la directrice de chacun des campus, il y a des directeurs et des directrices qui font très bien leur boulot partout, mais en revanche, il faut animer tout ça, puisqu'on utilise les mêmes outils, et puis il faut aussi trouver de la collaboration, parce qu'il y a pas mal de sujets sur lesquels on travaille ensemble. Donc voilà, ça demande énormément de travail, énormément de boulot, et puis il faut aller les voir. Tu vois, la semaine prochaine, dimanche, je pars en Corée pour voilà, s'assurer que tout se passe bien. C'est toujours différent quand tu vas sur place. Tu peux t'apercevoir de différentes difficultés que tu voyais peut-être pas nécessairement à distance ou apporter ton aide sur différents sujets. Donc voilà. Alors, je vais faire une question peut-être un petit peu longue, je m'en excuse d'avance. Tu l'as apprise par cœur ? Tu parles de... Non, mais je devrais réussir à retrouver mon fil de pensée. Tu parles du coup de ce côté, dans tous les campus de 42, il y a ce côté d'inclusion, de diversité qui est important. Moi, c'est les sujets que j'évoque souvent sur le podcast, c'est les sujets qui me tiennent à cœur. Et j'avais reçu il y a quelque temps Agnès qui expliquait que en Occident, l'informatique est un milieu qui est très masculin, parce que dans les années 70, quand on a commencé à marketer l'ordinateur, c'était un objet qui n'était pas dans la cuisine, donc c'était du coup un objet pour les hommes, parce que si c'était dans la cuisine, c'était pour les femmes, et si c'était ailleurs dans la maison, c'était pour les hommes. J'ai le droit de t'interrompre ou pas ? Alors, non, parce que ta question est longue, donc tu vas la finir. Je finis au moins la question. Et donc, elle expliquait que c'est pour ça qu'il y a ce sexisme qui s'est développé dans cette industrie-là, en partie. C'est que du coup, il y a ce marketing qui a été fait parce que c'était du coup pas pour les femmes, parce que c'était pas dans la cuisine. Mais qu'à l'inverse, dans les pays, alors c'est le cas nous chez Cosa Vostra, on a des bureaux qui sont à Tunis. Et à Tunis, on a beaucoup plus de femmes développeuses que d'hommes. Et en fait, ce qu'Agnès expliquait, c'est que à l'inverse, dans beaucoup de pays musulmans, l'informatique, c'est un truc que tu peux faire chez toi,
dans ta maison, avec un ordinateur à la maison, et que du coup, c'est un truc que tu peux faire en t'occupant des enfants, et que du coup, avec la même logique sexiste, il y a des pays, en fait, où il y a beaucoup plus de femmes dans le métier de dev, alors que ça part d'une même logique sexiste. D'où ma question. Quand tu dis, Est-ce qu'on est dans un monde sexiste? alors non, ça, oui, ça, c'est pas ça, c'est pas C'est pas ça, la question. non, celle-là, c'est bon, la réponse, elle est acquise. Non, ma question, c'est quand tu dis que vous voulez développer la diversité, comme justement, vous avez des campus un peu partout, et donc, il y a forcément différentes cultures, est-ce qu'il n'y a pas justement certains pays où la culture de la diversité à cultiver n'est pas la même que la diversité à Si, cultiver certainement. en Occident? Certainement. Alors après, pour revenir sur ce que tu disais, sur le truc, c'est pas le marketing, hein, c'est justement la culture et c'est la société avec une division socio-sexuée qui fait qu'on en arrive à cette histoire. Et c'est pas les années 70, c'est les années 80. Oui. Moi, j'en suis, c'est les années 80, j'ai eu un ZX80. Enfin, mes frères, évidemment, ont eu un ZX80 que je leur ai shippé. Enfin, je me suis amusée avec eux. Ce qui fait, et c'est pas, oui, c'est ça, c'est qu'en fait, tout ce qui est technologie et innovation, du coup, c'est obligatoirement pour les hommes. Et comme c'est un outil, enfin, que l'avènement de l'ordinateur individuel, le PC, enfin, de l'ordinateur individuel a été donné à des garçons. Du coup, le marketing s'est organisé autour pour faire en effet, des jeux qui ressemblent aux garçons, bref, etc., etc. Sur le Maghreb, c'est pas vrai. Enfin, c'est pas vrai, pardon. En tout cas, pas à travers mon expérience, qui est double. Parce que déjà, quand je travaillais chez Epitech, là, c'était dans le cadre de la Coding Academy by Epitech. On avait été appelé au Maroc pour monter les formations. Ils avaient des grandes difficultés justement parce qu'il y a une évaporation des talents en fait, et dans le nearshore, c'est un vrai problème puisqu'il y a une grosse partie quand même du PIB qui dépend en fait du nearshore. Et justement, donc, enfin bon, bref. En tout cas, ils n'avaient pas. Et il n'y avait pas tant de femmes que ça. Il y en a un peu plus, mais il n'y en a pas tant que ça. Et nous, on est installés aussi au Maroc et dans les écoles à Kouriba et Ben Guérir et maintenant Tétouan. J'ai pas énormément de femmes. En tout cas, moi, je constate pas du tout ça au Maghreb. Okay. Tu peux constater ça plus en Malaisie. Où là, en effet, c'est à peu près équitable ou un peu plus pour les raisons que tu dis. C'est sexiste ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, dans ces pays-là, il n'y a pas, en effet, il n'y a pas eu les mêmes influences et les mêmes effets qu'il y a eu dans les années 80. Et le métier d'informaticien, d'informaticienne, c'est un métier qui ne nécessite pas d'avoir des muscles, où tu es à l'intérieur, donc tu n'es pas trop vu, etc. Mais elles vont au bureau, mais je crois qu'à Kuala Lumpur, c'est 60% des informaticiens sont des informaticiennes. Mais c'est génial, ce truc-là, quand même, juste ça donne un éclairage différent, parce que j'aime bien souvent le dire, aux femmes aussi qui s'intéressent à l'informatique, parce que souvent on a pardon, chers devs qui sont passionnés, mais on se dit que pour faire de l'informatique il faut être passionné, et c'est pas vrai. Il faut arrêter de dire ça, c'est pas vrai. Tu peux être passionné en faisant de l'informatique, il n'y a aucun problème, ça c'est vraiment tout à fait juste, mais comme il y a des gens qui font un métier, ils sont passionnés, d'autres pas tant que ça, mais ça fait vraiment une barrière qui fait qu'il y a beaucoup de femmes ou de personnes qui disent mais non, mais moi je suis pas passionnée, donc je peux pas faire de l'informatique. Non, c'est pas grave, c'est un boulot, c'est un métier, ça s'apprend. Et je veux dire, les 60% de femmes à Kuala Lumpur, c'est pas des geekettes, elles passent pas leur nuit, je pense, à apprendre d'autres nouvelles techno ou à faire des jeux vidéo, tout ça. Donc ça permet aussi, tu vois, d'apporter quelque chose, un éclairage qui peut être intéressant. Et sur la diversité, quelle qu'elle soit, peu importe, on en revient un peu à ce qu'on disait sur, en fait, si ça avait été que des femmes noires, ça aurait pas été mieux que si ça avait été que des hommes blancs. Enfin, si, à travers l'histoire, ça aurait été quand même plus sympa. Mais bon, ça aurait changé un peu. Mais quelle qu'elle soit, en tout cas, oui, il y a un accent qui est mis sur favoriser en tout cas l'accès aux minorités, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas représentés dans ces domaines-là. Après, tu vois, il y a des pays où ça va se faire plus difficilement, plus lentement que d'autres, parce que culturellement, il y a moins d'étrangers, par exemple, tout simplement. Ça, on va y arriver petit à petit. Ouais. Alors, il y a aussi un point que j'ai envie d'évoquer, parce que tu as aussi un parcours original, on va dire, dans ton apprentissage du dev. Alors, tu n'as pas appris le dev grâce à 42, parce que... Non, j'aurais adoré qu'il y ait 42. Mais du coup, est-ce que tu peux nous raconter, toi, ton apprentissage de ce métier-là? Eh bien, j'ai fait un peu de basique quand j'avais 10 ans, parce que j'ai eu la chance d'être dans la petite fenêtre de tir où il y avait de l'apprentissage du code à l'école. Fenêtre de tir qui était très courte, puisqu'après ils se sont dit non, informatique c'est nul, ça servira à rien, bon, on va pas mettre ça à l'école. Dans les années 80, ils ont vraiment eu le nez creux, c'était super. Bon. Et
Après ça, moi, j'étais surtout j'ai donc eu un ZX80, donc je me suis amusée dessus, donc je codais un petit peu, tu vois, ça m'amusait. Mais bon, je me suis pas dit que ça allait être. Par contre, passion, j'étais surtout une grosse gameuse que je suis restée. Donc j'adore les jeux vidéo, j'aime bien le jeu de Go, j'aime bien les jeux de réflexion, j'aime bien les jeux de cartes, les jeux de plateau, tout ça, j'aime bien les jeux. Et après, le code, je suis revenue par deux manières. D'abord parce que je sortais avec un garçon qui avait créé Hebdogiciel, Michel Desangles, et que c'était un fou de code et que ça m'a permis, tu vois, de me remettre dedans. Et puis après, j'ai fait des études de musicologie. Et à la fin de mes études, moi, j'étais un peu passionnée de plein de trucs, ou pas passionnée, je sais pas comment on peut dire ça, mais j'aimais autant, tu vois, l'histoire de l'art, la musique, que la mécanique quantique, que la psycho. Enfin, tu vois, c'était un peu large. Et comme il y a eu le CD-ROM qui est sorti, c'était l'avènement du CD-ROM, j'étais waouh, génial, tu vois, sur une galette, on va pouvoir mettre plein de trucs d'origine variée. Et donc, je me suis lancée dans une formation de concepteur, réalisateur multimédia, où ça s'est pas bien passé. Je connaissais déjà tout le logiciel Photoshop, machin, etc. Et quand on est passé sur la partie apprentissage de l'informatique, c'est du lingot pour apprendre à. Et les profs étaient nuls, je les aimais pas du tout. Je trouve tout était compliqué avec eux, alors que j'apprenais beaucoup plus vite. Alors c'est là où j'ai découvert que j'étais bonne en logique et tu vois, tous les trucs de QI, de machin, je sais pas quoi, moi, pas du tout. Et surtout, en fait, j'adorais expliquer aux autres et leur montrer que c'était très simple et que c'était accessible pour eux et qu'il fallait arrêter de faire, tu vois, se draper dans un discours un peu sibyllin hermétique qui fait que ton apprentissage, ta connaissance, faut quand même. Bref. Et du coup, j'ai fait un putsch. La formation, elle coûtait assez cher et je suis allée voir la direction et je leur ai dit, en fait, soit je suis prof, soit je vous paye pas. Du coup, on a négocié. Et au début, ils m'ont donné les ateliers et puis très vite, je suis devenue prof. Donc, j'ai appris en autodidacte, en fait. J'ai appris par moi-même et j'ai appris en inventant des exercices, en faisant des trucs, en développant des sites web. Et après, du coup, j'ai appris comme ça plein de différentes technos. Et puis après, j'ai enseigné. Puis après, je mettais en œuvre. J'ai développé le site de Kenzo. J'ai fait un CD-ROM pour la préfecture de police de Paris, tout ça. Voilà comment j'ai appris le code. Donc, tu as commencé très vite cette notion d'enseigner en étant toi-même apprenante. Ouais. Mais après, j'ai découvert que c'était bien qu'il n'y ait pas de prof. Mais parce que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps sur ce podcast Quentin, qui a créé une chaîne YouTube. Et quand il a créé sa chaîne, en fait, il avait assez peu de connaissances en dev. Et en fait, il a appris en méthode projet en ligne et avec tout le monde. Et du coup, les gens apprennent avec lui, en fait, sur le même truc, quoi. C'est sympa. Mais c'est la méthode projet, tu apprends en faisant. C'est comme ça que tu mémorises et que tu... Bref. Oui. Ouais. Pour terminer, parce que du coup, ça fait déjà 1 heure qu'on discute. Ça passe vite, en fait. Ça passe vite, hein. Ouais. Est-ce qu'il y aurait un livre, une chaîne YouTube, un compte Twitter, un podcast, un contenu en particulier que tu aimerais recommander à tous nos auditeurs? Tu m'avais pas prévenu. Et oui, je le fais en mode c'est bien. pour que ce soit vraiment ça peut être tech ou pas, hein. Tu peux recommander. C'est pas tech, ok, d'accord. Thérapie existentielle de Irving Yalom, c'est super. Okay. Vraiment, ça vaut le coup. Après, moi, j'ai eu des bouquins, c'est surtout les livres, moi, qui m'ont influencé. Il y a eu vraiment des gros bouquins, genre Éloge de la fuite d'Henri Laborie, quand j'avais 18 ans, ça m'a mis une bonne claque. Sinon, sur un peu plus cote, c'était Gödel et Scherbach de Hofstadter. Ça, pareil, 17-18 ans, c'est Michel Desangles, fameux, qui m'avait fait lire ce bouquin, et où ça parle d'intelligence artificielle, et c'est de la récursivité. Et ça s'appelle, je crois, les guirlandes infinies, je sais plus. Donc c'est sur Gödel, théorème d'incomplétude, et Cher, le graveur, et Bach, Jean-Sébastien Bach, Bach. Et sur, c'est très 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 beau, très 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 bien écrit. Mais donc le mieux, thérapie existentielle. Lui, j'ai lu quand il y a 8 ans, il y a 40 ans. Et c'est génial, c'est un bouquin, ça parle en fait de thérapie, mais pas sous l'angle freudien, ni comportementaliste, ni tout ça. C'est sur en fait le fait que la première claque qu'on se prend dans la tronche, c'est de comprendre notre finitude, le fait qu'on va mourir, et donc il oriente tout là-dessus. Donc tu as 4 chapitres. Le premier chapitre, c'est sur la mort, ta propre mort, l'aiguillon que c'est, et le fait de quand tu gardes ça à l'esprit, tu vois, les gens qui sont en rémission vont mourir dans 2 mois, se comportent pas pareil, ils se comportent de manière assez authentique en général, ils vont un peu à l'essentiel. Donc voilà, c'est le premier chapitre là-dessus, tu en as pour 300-400 pages. Après, c'est sur la responsabilité, c'est le meilleur, c'est le plus beau. C'est sur le sens de la responsabilité, le fait que tout ne dépend que de toi, en fait.
Tu vois, c'est ton monde et c'est ta manière de réagir, ta manière de prendre les choses, mais que souvent on a du mal avec cette liberté. On préfère être un peu victime et c'est génial. Vraiment, très très beau chapitre. Et le troisième, du coup, c'est sur le fait que quand tu comprends que tout ne dépend que de toi, bah, tu as une sorte d'isolement, donc sur l'isolement métaphysique. Et le dernier chapitre sur le sens de la vie qui n'est que celui que tu mets dans la vie. Canon. Très bien. Bah, top. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sophie, pour ces recommandations, pour toute cette discussion. J'aurais une dernière question pour toi, qui est la question rituelle du podcast IFTTD. Est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation? Il y a vraiment des gens qui répondent espace, ou tabulation à fond, quoi. Alors, la répartition est 2 tiers, 1 tiers. Hein. Donc, il y a encore pas mal de gens, et je ne dirais pas dans quel sens, mais il y a... Okay. Mais je sais pas, moi, je suis toujours... Bon, bah, tabulation, en tout cas. Tabulation, ouais. Très bien. Merci beaucoup, Sophie. Merci, Bruno. Merci beaucoup. Et merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. On restera en ligne avec Sophie si vous avez encore des questions que vous souhaitez lui poser ou que je l'aurais pas encore relayé. Pour la partie podcast, je vous remercie beaucoup de partager ce podcast autour de vous. Rejoignez-nous sur les différentes plateformes de live. On stream à chaque fois les enregistrements sur LinkedIn, sur Twitch, sur Twitter et sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre et à vous abonner aux différentes chaînes en question pour être prévenu quand un live commence. Partagez le podcast autour de vous. Rejoignez-nous sur le Discord dessus. Il y a commencé à avoir pas mal de monde et c'est assez sympa. Et puis voilà, je vous remercie parce que juste c'est une temps top et je rencontre des gens géniaux comme Sophie. Donc, continuez à partager tout ça autour de vous. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, B-I-B-E-A-R. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site iftttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.